Bienvenue et bonsoir à tous et toutes à cette conférence du Soir Voyage consacrée à l'Algérie. On a le grand plaisir et grand honneur de recevoir le professeur Bichara Kader pour cette conférence, qui a déjà accompagné 2 voyages du soir, grand succès. Un, c'était au Sultanat d'Oman et le deuxième, c'était en Jordanie. Donc 2 belles expériences, professeur, avec nos petits groupes de lecteurs et d'abonnés du soir. Et donc ici, le professeur va accompagner un voyage en Algérie. Donc ce sera aussi un petit groupe de 20 personnes. Sachez qu'il y a déjà plus ou moins une dizaine d'inscrits. Et que l'objectif de cette conférence est de donner un petit peu un overview global et général sur l'histoire, les grands moments de l'Algérie et pourquoi aller visiter ce pays. Alors, le professeur Bichara Kader, on ne le présente plus, mais je vais quand même vous redire que c'est un grand spécialiste du monde arabe et des relations euro-arabes, professeur à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, fondateur du CERMAC, donc le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain. Professeur, vous avez collaboré à de nombreuses missions du groupe des hauts experts sur la politique étrangère de la Commission européenne. Auteur de nombreux ouvrages, dont un best-seller, Le monde arabe, mutation, défis et perspectives, chez Armand Collin, dont une réédition, je pense, a été refaite en 2019. Donc, qui de mieux que Bichara Kader pour nous parler de l'Algérie, de ce pays fantastique, que j'ai visité également, puisque j'ai été en repérage pour préparer le voyage que vous allez faire avec le soir. Et c'est effectivement, l'Algérie est un grand pays, un peu mystérieux pour nous, les Belges. Et ici, je vais tout de suite faire une petite parenthèse par rapport à la vision qu'un Belge peut avoir sur l'Algérie par rapport à un Français, qui n'a pas du tout la même histoire. Et vous comprenez ce que je veux dire par rapport à la situation aujourd'hui du contentieux franco-algérien qui évidemment, pour nous, on le voit de beaucoup plus loin. Mais c'est un pays qui regorge de sites culturels très intéressants, de paysages complètement incroyables. Vraiment, le Tassili, des villes comme Gardaïa, on a l'impression que ça fait 500 ans qu'elles n'ont plus bougé d'un iota. Et des populations très mixtes qui viennent de différents, que ce soit des Berbères, que ce soit des Arabes, des mélanges un petit peu très intéressants dès qu'on discute un petit peu avec eux, et qui ont tous gardé un mode de vie vraiment très typé. Alors vous allez me dire pourquoi l'Algérie et pourquoi dans les voyages du soir nous essayons de vous faire découvrir certains pays qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et souvent, dans nos conférences ici, j'ai des remarques du style « Oui, mais vous savez, si vous allez au Maroc, il y a ci. Si vous allez en Tunisie, il y a ça. Si vous allez en Algérie, il y a aussi ça. » Eh bien, je vous dirais très sincèrement, ce n'est que quand on y va qu'on peut se faire réellement une opinion. Et ces voyages sont là aussi pour découvrir ces pays et surtout, avec un professeur comme Bichara Kader, quand on est sur place, de pouvoir aussi poser des questions sans détour. Voilà. Et donc, c'est un des grands avantages de l'avoir sur ce voyage. Merci, professeur, et je vous laisse la parole pour cette conférence. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Mon rôle, ce n'est pas d'être un guide touristique. Mon rôle en accompagnant ces voyages, c'est de faire en sorte que le voyageur revienne enrichi. Non seulement il a vu des paysages, il a rencontré des visages, mais en même temps, il a appris l'histoire du pays, sa culture, son économie, sa démographie, ses défis, les enjeux géopolitiques du pays. Au vu des expériences que j'ai trouvées remarquables et enrichissantes de voyages précédents, notamment en Jordanie, où habite une grande partie de ma famille palestinienne,
et le voyage au sultanat d'Oman, où ceux qui m'ont accompagné sont revenus enchantés et enrichis, j'ai accepté de participer au voyage d'Algérie. J'ai accepté avec plaisir pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un pays méconnu, comparativement au Maroc, comparativement à la Tunisie, à la Turquie, qui drainent des millions de touristes, notamment des tourisme de masse. Et l'Algérie est un pays qui a snobé en quelque sorte ce secteur parce que disposant de ressources énergétiques considérables, notamment le pétrole, le gaz, l'Algérie n'a pas considéré que le tourisme était prioritaire. Maintenant, l'Algérie découvre, du fait de la croissance démographique du pays, des besoins en ressources de ce pays, elle découvre qu'elle dispose d'un potentiel touristique considérable et varié et qu'elle peut mettre à profit ces paysages à couper le souffle pour drainer non pas un tourisme de plage, mais un tourisme culturel. C'est pour ça que j'ai accepté volontiers de participer à ce voyage, d'autant plus que c'est un pays immense. C'est le plus grand pays de l'Afrique. C'est le plus grand pays du monde arabe. Nous sommes en train de parler d'un pays de 2 380 000 km². C'est plus de 4 fois la France, plus de 5 fois l'Espagne. Et c'est un pays qui a des paysages tellement variés, des plaines sur la côte méditerranéenne jusqu'au haut plateau, jusqu'à des monts qui peuvent atteindre 3000 mètres, jusqu'à, bien sûr, le Sahara, avec le Tassili, le Hogar, le Gardaya, qui sont vraiment pour des gens curieux et intéressés par de nouveaux paysages non familiers. Ce sont des endroits qui peuvent susciter un grand intérêt. En même temps, et ça c'est personnel, palestinien d'origine, j'ai toujours été présent dans les médias algériens, télévision, radio, parce que c'est de tous les pays de l'Afrique, c'est probablement le pays le plus solidaire avec la lutte du peuple palestinien pour son indépendance. Cela tient d'ailleurs à l'histoire même de l'Algérie, qui est passée par une colonisation française qui a duré 132 ans et par une guerre de libération qui a duré 8 ans, qui a fait pratiquement 1 million de morts en Algérie, c'est-à-dire un Algérien sur 10 a été tué ou blessé lors de la guerre de libération. Donc les Algériens comprennent la souffrance, la tragédie du peuple palestinien et se montrent toujours solidaires avec le peuple palestinien. Eh bien, je ne parlerai pas aujourd'hui de l'économie pétrolière, des exportations de gaz, notamment les méthaniers qui quittent l'Algérie, qui arrivent au port de Zeebrugge, comme vous le savez. Je ne parlerai pas de la démographie algérienne. C'est un sujet très important auquel je m'intéresserai lorsque nous serons là-bas, sur place, pour ceux qui vont nous accompagner en tout cas. Vous savez que l'Algérie connaît une croissance démographique importante, puisque lors de l'indépendance, il y avait à peine 10 millions à 11 millions d'Algériens. En 1980, ils étaient déjà 18 millions, et aujourd'hui, nous parlons de 47 millions d'Algériens. Et aujourd'hui, les Algériens font 800 000 naissances par an, c'est-à-dire que l'Algérie, qui a une population moindre que la France, a plus de naissances que la France, qui est l'ancien colonisateur. Bon, je ne parlerai pas de tout cela, mais sachez que ceux qui vont m'accompagner, ils auront d'amples informations sur l'économie, sur la société, sur la culture, sur la démographie, sur les défis de l'Algérie et sur les enjeux géopolitiques de l'Algérie. Je me contenterai pour ma part aujourd'hui simplement à faire un petit aperçu sur un grand pays, un petit aperçu historique sur un grand pays, simplement une sorte de fresque historique, en partant de l'hypothèse que votre connaissance de ce pays peut-être n'est pas très étoffée, pour dire les choses comme ça.
Et donc, je diviserai l'histoire de l'Algérie en quelques étapes importantes. D'abord, l'histoire pré-romaine, l'histoire romaine. Mais avant les Romains, il y a les Grecs. Là, vous commencez avec, dans votre brochure, vous parlez bien sûr de la période romaine, mais n'oubliez pas que les Grecs ont occupé tout le pourtour méditerranéen avec Alexandre le Grand en 333 avant Jésus-Christ. Et que les Romains sont venus bien plus tard, en 63 avant Jésus-Christ, les Romains étaient en Palestine, et quelques années plus tard, ils étaient en Algérie, où ils ont construit des villes importantes que nous allons visiter probablement, Tanguez et Timgad. Et pour les Romains, l'Empire romain qui s'est répandu comme une traînée de poudre, arrivant même dans nos contrées, l'Algérie était le grenier à pain, à blé de l'Empire romain, étant donné la superficie de l'Algérie, l'importance des plaines sur toute la côte méditerranéenne. L'Empire romain, bien sûr, dominera l'Algérie pendant plusieurs siècles, mais après les Romains se retirent de l'Algérie en plus ou moins aux alentours de 430 après Jésus-Christ. Eh bien, ils sont succédés par des Byzantins. Et ça, c'est toute l'histoire de la Méditerranée est une histoire d'empires qui naissent, qui périclitent, un empire qui succède à l'autre. Donc, à l'empire romain décadent, c'est l'empire byzantin qui va dominer l'espace méditerranéen pendant plusieurs siècles, jusqu'à pratiquement la naissance de l'islam aux alentours au début du 7e siècle. Eh bien, cette période est révolue, mais les monuments sont là, qui attestent l'importance qu'attachait à la fois l'Empire romain et l'Empire byzantin à cet espace méditerranéen où l'Algérie occupe une place centrale, ayant sur la côte méditerranéenne près de 1600 km de côte. Je crois que l'histoire de l'Algérie est marquée après le déclin des empires européens, romains et grecs et byzantins. Elle est marquée surtout par le sceau de l'islam. L'islam né en Arabie se répand comme une traînée de poudre occupant tout le Moyen-Orient, comme vous le savez, et puis l'islam commence à s'infiltrer dans ce qu'est l'Afrique du Nord, qui à l'époque était chrétienne, était juive en partie, et où les ethnies berbères, kabyles étaient pratiquement dominantes dans la plupart des pays de l'Afrique du Nord. Et le processus d'islamisation est lent, le processus d'arabisation est plus lent encore, c'est-à-dire que les populations se sont islamisées avant d'être arabisées. L'arabisation complète va prendre plus d'un siècle pratiquement. Mais l'islamisation s'est faite quelques décennies après la mort du prophète. En 632, c'est l'an 1 de l'islam. 632, c'est l'an 1 de l'islam. En 636, rappelez-vous, les musulmans sont déjà à Jérusalem. Et Jérusalem est occupée par le calife qui a succédé au prophète. D'où la mosquée d'Omar qui se trouve à Jérusalem, que vous voyez sur toutes les photos. Donc l'islamisation de la Palestine a été précoce. L'islamisation de l'Algérie a été un peu plus tardive, étant donné l'éloignement de l'Algérie du centre de gravité de l'expansion musulmane arabique. Et donc là, les tribus, certains tribus résistent à l'islamisation. Mais finalement, l'islam remporte, si vous voulez, la Manche, et la plupart des tribus s'islamisent, s'arabisent, et puis intègrent l'armée arabe conquérante. Et de fait, l'armée musulmane, non seulement a conquis l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, est arrivée au Maroc. Et en 711, l'armée musulmane est déjà à Tanger, rappelez-vous. Et à partir de là, l'armée musulmane a traversé le détroit de Gibraltar et elle est entrée dans la péninsule ibérique. Et 711, pour les Espagnols, est une date marquante. Elle marque le début de la conquête musulmane de la péninsule ibérique.
Si vous avez visité l'Espagne, mes chers amis, vous avez sans doute visité la mosquée de Cordoue, vous avez visité le château d'Alhambra de Grenade, vous avez vu Al-Medina de Séville, la mosquée de Séville, vous avez vu Al-Khafiria de Saragosse, vous avez vu Al-Muñécar, Almeria, tous où les Arabes ont laissé des traces indélébiles. Eh bien, dans cette conquête, des Berbères islamisés, algériens et marocains vont participer à la conquête musulmane de l'Espagne. Et comme vous le savez, les musulmans vont rester en Espagne 8 siècles. Et pendant ces 8 siècles, ils ont laissé des marques, à la fois sur le plan de l'architecture. Avez-vous vu les villages espagnols de blancs vêtus? Avez-vous goûté à la cuisine espagnole, entendu la jota espagnole, le flamenco espagnol qui rappelle le mawal arabe, la musique arabe? Avez-vous, bien sûr, visité les châteaux et les monuments que les Arabes ont laissés dans la plupart des villes espagnoles, non seulement de la côte Est, mais au cœur même de Madrid, de Tolède et jusqu'à Burgos. Bon, là, la conquête arabe s'arrête à Navarre, en Castille, là où les rois catholiques, évidemment, vont organiser la reconquête et ils vont prendre Grenade en 1492. Vous connaissez la date, madame? 1492, c'est la fin de la présence los moros en espagnol, la présence arabe en Espagne, et l'Espagne part à la conquête du monde. Donc, en 1992, pour certains d'entre vous, les plus âgés d'entre vous, vous vous rappelez que Barcelone a organisé les Jeux Olympiques de Barcelone. C'était le 500e anniversaire de la chute de Grenade. C'était la conquista, comme disent les Espagnols. La reconquista, pardon. Et en même temps, ils ont organisé l'exposition universelle de Séville. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la conquista par Christophe Colomb de ce qui va devenir l'Amérique latine. Donc là, vous voyez comment les Algériens islamisés ont participé à cette conquête musulmane de l'Espagne. En Algérie même, l'islamisation de l'Algérie se fait, je vous ai dit, se fait assez rapidement, plus lentement que l'islamisation de l'Égypte ou l'islamisation de ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient. Et l'arabisation a poursuivi, mais beaucoup de Berbères, de Kabyles, d'Algériens de souche ont conservé leur dialecte, si vous voulez, vernaculaire. Eh bien, lorsque les Espagnols ont chassé les Arabes et les Juifs séfarades d'Espagne lors de l'Inquisition, vous savez qu'après la conquête, après la chute de Grenade 1492, les Espagnols ont imposé, ont créé des tribunaux d'inquisition qui ont permis d'expulser d'Espagne les Espagnols convertis à l'islam, les musulmans et bien sûr les séfarades, c'est-à-dire les Juifs espagnols. Où les Juifs espagnols ont-ils trouvé refuge? Pour une minorité, ils sont partis vers la Hollande. La Hollande a accueilli beaucoup de Juifs séfarades. Et ils ont construit d'ailleurs une magnifique synagogue à Amsterdam. Mais la plupart des Juifs séfarades ont trouvé refuge dans les pays musulmans, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie et même en Turquie, puisque le sultan turc a envoyé des bateaux à Almeria pour acheminer les Juifs séfarades et les a accueillis dans l'Empire ottoman. Alors quand j'entends aujourd'hui dans les médias, mes chers amis, que les musulmans sont antisémites, eh bien, ça me met vraiment en colère, sachant que l'antisémitisme est un fait européen. D'abord, l'antijudaïsme de l'Église, qui a appelé les Juifs le peuple perfide, le peuple déicide pendant des siècles. Et puis l'antisémitisme au XIXe siècle était un fait européen et non pas un fait musulman, parce que les musulmans ont accueilli au contraire tous les Juifs séfarades qui ont été expulsés d'Espagne. Et l'Algérie a accueilli à Oran, à Alger, à Annaba, des Juifs séfarades importants. Il se fait que lorsque les Espagnols ont chassé les musulmans, ils ont continué, ils ont occupé Oran et puis ils ont occupé Alger, où le roi Ferdinand, le catholique, a constitué à Alger un peñón, une sorte de base espagnole. Et là, assez curieusement, non seulement ils ont chassé les Juifs d'Espagne,
mais ils vont demander de chasser les Juifs d'Oran. Les Juifs expulsés d'Espagne, ils ont été chassés une deuxième fois lorsque les Espagnols ont occupé la côte méditerranéenne de l'Algérie. Enfin, ce sont des choses passionnantes sur lesquelles je reviendrai lors du voyage avec plus de détails. C'est assez piquant de connaître l'histoire, parce que il est très difficile de comprendre le présent sans le recours à l'histoire. Eh bien, j'ai fait tout un texte, mais je résiste toujours à lire un texte. Ça m'ennuie énormément d'être prisonnier d'un texte. J'ai toujours fait mes conférences, quel que soit mon public, de manière orale. Faites comme chez vous. Vous faites comme chez vous. Comment ? Comme chez vous. Faites comme chez vous. Voilà. Et donc, là, pour contrer cette incursion espagnole en Algérie, les Algériens ont fait appel aux Turcs. Parce que l'Empire turc s'est érigé d'abord en battant les Grecs en Asie mineure et en occupant Constantinople en 1453, qui va devenir plus tard Istanbul. Et les Turcs ont érigé un empire brillant, sur les décombres de l'empire arabe musulman qui a été défait du fait de la reconquête espagnole. Et donc là, les Algériens, harassés par les Espagnols, ont fait appel aux Turcs pour les sauver. Et donc l'Algérie va progressivement tomber dans l'escarcelle de l'Empire ottoman. Et là, les Ottomans vont nommer des gouverneurs, des princes, enfin des gouverneurs de wilaya, de province, qu'on appelle en turc le dey, le bey, le aga, le pacha, sorte de princes, de gouverneurs de différentes wilayas, de différentes provinces algériennes. Mais sachez, mes chers amis, tous les colons qui ont occupé l'Algérie, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient européens, ne se sont pas aventurés à l'intérieur de l'Algérie. Parce que 80% de l'Algérie est un Sahara. Certes, les Français ont utilisé le Sahara pour des essais nucléaires. C'est un des contentieux d'ailleurs aujourd'hui même entre l'Algérie et la France. La France a profité de sa colonisation pour faire les essais nucléaires dans le Sahara algérien. Mais les Turcs ne se sont jamais aventurés au-delà de 200-300 km de la côte méditerranéenne. Ce qui fait que la présence ottomane était essentiellement une présence utile dans tout le Tel, cette plaine qui s'étend sur 1600 km tout le long de la Méditerranée, sur une profondeur de 50 à 100 km, voire 200 km maximum. Mais les Turcs n'étaient pas présents comme ils étaient présents en Égypte ou en Palestine, c'est-à-dire que les zones les plus proches de l'Empire ottoman. En Algérie, ils ont conservé les traditions locales, les chefferies locales, se contentant seulement de nommer des gouverneurs qui récoltaient des taxes au profit de l'Empire ottoman pour financer les aventures militaires de l'Empire ottoman dans l'espace méditerranéen pendant plusieurs siècles. Et donc, la période ottomane a laissé quelques traces, naturellement, en Algérie, mais les Algériens ne conservent pas de cette période des souvenirs particulièrement joyeux. Eh bien, l'Algérie va subir en quelque sorte le contre-coup du déclin progressif de l'Empire ottoman. Comme vous le savez, mes chers amis, l'Empire ottoman était dominant entre le XVe siècle, le XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis à partir du XVIIIe siècle, l'Europe s'éveille. Le Moyen-Âge est derrière nous. L'Europe commence à s'industrialiser, les révolutions démocratiques ont lieu, la Révolution française notamment. Et puis après, l'Europe considère que son territoire est étroit et qu'il faut que l'Europe parte à la conquête des espaces nouveaux. C'est ainsi que les Anglais et les Français vont répartir tout l'espace méditerranéen en zones d'influence et en chasse gardée. L'Angleterre s'intéressant plutôt à l'île de Malte, l'île de Chypre, et puis tout le golfe, ce qu'on appelle le golfe arabo-persique, y compris le Yémen, avec Aden, parce que c'est le chemin le plus court vers les possessions indiennes de l'Empire britannique, tandis que les Français
vont s'intéresser à l'espace voisin. Et là, mes chers amis, un petit rappel historique, mais vraiment très bref. Napoléon Bonaparte a essayé de prendre pied en Égypte quelques années après la Révolution française, en organisant l'expédition française en Égypte, l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte. Je parle de 1798. 1798. Et là, Napoléon part avec 20 000 soldats, avec des archéologues très importants d'ailleurs, qui ont découvert beaucoup de choses en Égypte. Et les Égyptiens savent gré jusqu'à maintenant à la contribution de ces archéologues qui ont déterré les trésors cachés de l'Égypte pharaonique. Eh bien, cette expédition, malheureusement, Napoléon disait « les vraies gloires ne viennent que d'Orient ». Donc, je vais prendre le contrôle de l'Orient, à commencer par l'Égypte. Et là, pris par la folie des grandeurs, ayant conquis l'Égypte en 1998, il a pensé qu'il pouvait conquérir la Palestine et peut-être même attaquer l'Empire ottoman et dès lors contrôler tout l'espace du Moyen-Orient. Eh bien, son rêve s'est brisé dans un port palestinien qui s'appelle Saint-Jean d'Acre, puisque les Anglais et les Turcs vont se coaliser pour faire mordre la poussière à l'armée française qui échoue à prendre le contrôle de la Palestine en 1999. Napoléon doit regagner ses pénates avec ses soldats et c'était la fin de la première tentative française de prendre pied au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Eh bien, il va recommencer. Il va recommencer ses chevauchées militaires en Europe. Mais là, encore une fois, 1815, il est défait. Il est défait à quelques pas d'ici, à Waterloo. 1815, là, vous devez le savoir. Vous êtes tous des Belges, vous devez certainement le savoir. Eh bien, la défaite de Waterloo va conduire au Congrès de Vienne, qui fixe les frontières entre les États européens, 1815. 15 ans après, la Belgique est créée comme un État tampon séparant la France de la Hollande. Le seul endroit où il n'y a pas une frontière naturelle, c'est une plaine, la Belgique. Avec l'Allemagne, il y a le Rhin, avec l'Italie, il y a les Alpes, avec l'Espagne, il y a les Pyrénées, mais avec la Hollande, il n'y a rien. Donc on crée la Belgique comme État tampon. Et voilà que la France se trouve coincée dans des frontières soit artificielles, soit naturelles. Qu'est-ce qu'elle fait? Au moment même où on crée la Belgique, 1830, qu'est-ce qu'elle fait la France? Eh bien, il va en Algérie. Nous sommes sous le règne de Charles X. Et la conquête de l'Algérie se fait assez rapidement. Et les féroces s'encartier pour le peuple algérien. Les Algériens résistent tant bien que mal. Un grand nom apparaît là, dans la résistance algérienne à la colonisation française. C'est Abdelkader, l'émir Abdelkader. Eh bien, il est battu en 1937. Il doit être exilé d'abord à Toulon, puis à Pau, et puis au château, dans un château français. Eh bien, la France continue à occuper l'Algérie, et cette occupation se double d'un processus de colonisation, de peuplement. C'est un peu comme les Israéliens le font aujourd'hui en Palestine. Non seulement les Israéliens occupent la Palestine, mais ils la colonisent, c'est-à-dire ils font faire venir des Juifs du monde entier pour les installer dans des colonies. Eh bien, les Français ont fait de même. Et déjà aux alentours de 1850-1860, il y a 181 000 Français et autant de Maltais, d'Espagnols et de Portugais qui trouvaient dans la colonisation française une aubaine pour trouver de quoi nourrir leur famille. Ils ont participé en tant que nouveaux colons d'une Algérie dont le potentiel agricole était considérable étant donné la superficie de l'Algérie par rapport au Maroc voisin et par rapport à la Tunisie voisine. Vous imaginez la pauvre Tunisie voisine, 170 000 km², c'est 10 fois moins que la Libye et pratiquement 30 fois moins que l'Algérie. Bien, donc la colonisation française s'enracine fortement dans ce pays et l'Algérie devient un département français. Mais là, les Français, c'est l'habitude de tous les colons d'ailleurs,
va essayer de diviser les Algériens par un traité, par un accord qui s'appelle l'accord Crémieux. Crémieux, c'était le président du consistoire juif, député, plus tard ministre. La France va adopter un décret qui s'appelle le décret Crémieux, donnant la nationalité française aux Juifs d'Algérie, ce qu'ils n'ont pas fait avec les musulmans. Donc là, immédiatement, il crée une sorte de différend, de rivalité entre des séfarades algériens qui se sentent parfaitement algériens, mais dont les Français vont en faire des citoyens français. C'est le décret Crémieux aux alentours de 1870. Et alors, au moment où on essaye de faire des Juifs français, des Juifs algériens, des citoyens français, en France, l'antisémitisme bat son plein. Drumeau écrit « La France est juive ». L'affaire Dreyfus, à la fin du XIXe siècle, l'affaire Dreyfus, cet officier juif accusé de trahison et dégradé d'ailleurs lors d'un tribunal. Et c'est d'ailleurs cette affaire qui va donner naissance au sionisme, puisque le fondateur du sionisme qui va déboucher sur la création de l'État d'Israël s'appelle Theodor Herzl. C'était un journaliste qui couvrait pour une revue autrichienne l'affaire Dreyfus à Paris. Et de sa chambre d'hôtel, qu'est-ce qu'il voyait défiler dans les rues? Des Français criant « À mort les Juifs ». C'est alors qu'il écrit son bouquin, son petit livre qui s'intitule « L'État juif » et qui préconise la création en Palestine d'un État juif. Donc, on fait des Juifs algériens, des citoyens français, au moment où en France même, on crie à mort les Juifs. Tout ceci mérite vraiment d'être médité pour voir un peu la duplicité de toutes les puissances coloniales qui ont essayé de diviser les peuples, comme les Israéliens l'ont fait en Palestine, comme les Britanniques l'ont fait dans l'empire du Pakistan et de l'Inde, divisant les hindous des musulmans. Je ferme la parenthèse pour dire que la colonisation française s'est doublée d'une colonisation, d'une installation, d'une colonisation de peuplement. Et là, pratiquement, aux alentours de 1950, il y avait presque 1 million de Français en Algérie qui possédaient les meilleures terres. Les fermiers français possédaient des milliers d'hectares, alors que le pauvre Algérien devait se contenter d'un demi-hectare pour nourrir des familles souvent pléthoriques d'ailleurs, puisque la moyenne des familles algériennes de cette époque était de 7 à 8 enfants. Eh bien, cette présence française dure, bien sûr, la résistance algérienne à la colonisation française, elle est pratiquement concomitante au développement de la colonisation française. Sauf que cette résistance a été matée, réprimée, et la plupart des dirigeants algériens ont été poussés à l'exil, ou bien ils ont été simplement emprisonnés, comme l'ont fait l'Angleterre, comme l'Angleterre l'a fait dans ses colonies asiatiques ou dans ses colonies africaines. Eh bien, la Deuxième Guerre mondiale va être, si vous voulez, présenter un mouvement de bascule. La France est affaiblie. La guerre, quand même, a fait beaucoup de dégâts, non seulement en termes de pertes humaines, mais en même temps de dégradation économique de la France. Un gouvernement, d'ailleurs, pro-nazi émerge en France, c'est le gouvernement de Vichy. Et pendant ce gouvernement Vichy, entre parenthèses, va annuler le décret de Crémieux qui accordait la nationalité française aux Juifs. Donc, non seulement ils sont antisémites, ils sont contre les Juifs en Europe, mais ils annulent le décret Crémieux en Algérie même. Et donc là les Algériens vont défendre les Juifs qui sont installés en Algérie. Et là vont se développer les premiers noyaux de résistants algériens. Ils étaient déjà présents tout au long de la colonisation, mais là, ils s'affirment davantage. Et les dirigeants algériens vont commencer à parler de l'indépendance de l'Algérie. Indépendance par la négociation, si possible. Les Français sont fermés à cette idée.
Pas de négociation. Tout le Mendes France, tout comme François Mitterrand, ministre de l'Intérieur au début des années 50, disait non, l'Algérie est française. Point à la ligne. Donc les Français se sont entêtés, les Algériens ont pris les armes. Nous entrons dans cette période sombre de l'histoire de l'Algérie, la guerre de libération nationale qui va faire 1 million de morts en Algérie, c'est-à-dire un Algérien sur 10 va trouver la mort ou va être blessé pendant cette guerre de libération. Vous comprenez, mes chers amis, pourquoi jusqu'à nos jours, les relations entre l'Algérie et la France ne sont jamais apaisées. La France n'a rien fait, non pas pour demander pardon, mais simplement de reconnaître les méfaits de la colonisation. La reconnaissance des torts subis suffit pour apaiser les relations entre l'Algérie et la France. Donc la France accuse les Algériens d'utiliser la rente mémorielle, c'est-à-dire de ne pas oublier le passé. Mais comment vous voulez qu'un pays qui a été meurtri, qui a été martyrisé, puisse oublier le passé ? Tandis que les Algériens reprochent à la France d'avoir tué près de 5 millions d'Algériens depuis 1830 jusqu'à 1962. Et donc là, ce différend, Nicolas Sarkozy fait une escale à Alger après l'indépendance de l'Algérie en 2007. Il dit « Je suis venu non pas pour blesser et non pas pour m'excuser ». C'est-à-dire, il envoie un message aux Algériens, ne demandez pas à la France de s'excuser de son passé. François Hollande plus tard sera plus attentif dans le choix de ses mots et il reconnaîtra que la France a imposé à l'Algérie des souffrances inouïes. Bref, une guerre de libération qui dure de 1954 jusqu'à 1962, l'Algérie est indépendante, mais blessée et appauvri. Et donc, lorsque les premiers dirigeants algériens arrivent au pouvoir, ils doivent faire ce que la France n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire hisser l'Algérie au rang d'un pays moderne, d'un pays prospère. Ce n'était pas évident parce que les enjeux, les défis étaient énormes et le potentiel économique du pays était faible. Et donc, le premier président, Ben Bella, un orateur hors pair, que j'ai eu l'occasion de recevoir à mon domicile pour un dîner, un homme charmant, eh bien, il a tenté de faire émerger l'Algérie, de mettre l'Algérie sur ses pieds, en quelque sorte, sans beaucoup de succès, parce que les défis étaient énormes et la croissance démographique était vraiment excessive. Et donc, il est renvoyé et même mis en détention par un de ses amis, qui était le colonel Boumedienne, qui prend le pouvoir en 1965 et jusqu'à sa mort en 1978. Pendant cette période, Boumedienne essaye d'abord de réconcilier les Algériens, parce que lorsque l'Algérie est indépendante, les Français quittent le pays. Les supplétifs algériens de la France, c'est-à-dire les Harkis, quittent le pays également. Les Safarades quittent également le pays. Un nom très connu, c'est Enrico Macias, qui se rappelle bien sûr de son enfance algérienne. Eh bien, ces départs précipités de gens qui étaient des fermiers, qui étaient des professionnels, a constitué pour l'Algérie une saignée intellectuelle, une saignée industrielle. Je crois que les Africains du Sud se sont comportés de manière beaucoup plus rationnelle en se réconciliant avec les Blancs d'Afrique du Sud, dont beaucoup sont encore des fermiers assez prospères dans l'Afrique du Sud. Mais ça tient un peu à Nelson Mandela, qui est d'une stature remarquable. Eh bien, Ben Bella Boumedienne meurt précipitamment après avoir présidé aux destinées de l'Algérie pendant plusieurs années, de 1965 jusqu'à 1978. Eh bien, il fallait choisir un successeur. Eh bien, l'armée a décidé, parce que l'armée algérienne, du fait de l'expérience de la guerre de libération nationale, est devenue le socle, l'ossature, l'épine dorsale de ce pays. Et rien ne se fait en Algérie sans le recours à l'armée.
sans le soutien de l'armée. Donc c'est l'armée, au lieu de choisir un partisan de la guerre de libération comme Bouteflika, au lieu de choisir un résistant de la guerre de libération, ils ont choisi un colonel qui est le colonel Chadli, et qui a présidé aux destinées de l'Algérie pendant plusieurs années jusqu'à son retrait de la vie politique en 2002. Eh bien, mes chers amis, c'est pendant cette période de Chadli, qui arrive au pouvoir en 78, tout le long des années 80, l'Algérie, comme tous les pays du Maghreb, comme tous les pays du tiers-monde, connaissent un effondrement économique total, où on assistait à des émeutes de la faim, à des émeutes de l'eau, en Amérique latine, en Afrique et dans le monde arabe. Pourquoi? Rappelez-vous, pour certains d'entre vous, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ont imposé à tous ces pays du tiers-monde des programmes d'ajustement structurel. Qu'est-ce que c'est le programme d'ajustement structurel? Vous devez exporter plus et importer moins. Pour exporter plus, vous devez diminuer la valeur de votre monnaie. Et ceci a finalement eu l'effet contraire. Les gens se sont trouvés leur situation se détériorer à vue d'œil. La crise économique a fait en sorte que les gens se sont appauvris, le chômage s'est accru, et donc tous les pays ont connu une crise économique grave qui n'a pas épargné l'Algérie. Crise économique qui va donner naissance à quoi? À une islamisation, c'est-à-dire à une résistance musulmane, à une retraditionnalisation de la société algérienne. Et ça, c'est un phénomène qu'on a retrouvé en Israël, qu'on a trouvé dans les pays latino-américains, c'est-à-dire pour faire face à la crise, les gens reviennent à ce qu'ils considèrent les valeurs fondamentales. On a assisté à un processus d'islamisation dans toute l'Algérie à partir des années 80. Et Chadli, pour ne pas se laisser prendre de vitesse par la mouvance islamiste, eh bien, il est allé dans leur sens en multipliant la création de mosquées et en acceptant certaines de leurs revendications, notamment la femme dans le foyer, le refus de la mixité dans les universités, pas servir d'alcool dans les restaurants, dans les cafés, dans les hôtels, ainsi de suite. Donc, un processus d'islamisation qui va se développer et s'aggraver au début des années 90, c'est les années noires, les années 90. Là, Chadli, le colonel Chadli se retire, il est succédé par un certain Boudiaf, lequel est assassiné quelques mois après son élection. Et l'Algérie entre dans cette zone noire, dans une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts, opposant des mouvances islamistes radicalisées à l'armée algérienne. Là, on a assisté à des massacres terribles qui ont certainement terni l'image de l'Algérie, qui ont bien sûr affecté tous ceux qui voulaient prôner le développement du tourisme, parce que le touriste, eh bien, il veut aller dans un endroit sûr, et les années 90 n'étaient pas vraiment les années de stabilité en Algérie. Et des années noires qui ont correspondu à la présidence du président Chadli, le président Boudiaf, et à la mort de Boudiaf, eh bien, c'est un certain Zeroual qui prend le pouvoir, auquel succède évidemment Bouteflika, qui se fait élire 2 fois. La constitution algérienne permet au président d'être élu 2 fois, eh bien, il se fait élire 5 fois. Et en 2019, il voulait se représenter pour la 5e fois, alors qu'il était en chaise roulante, ayant été touché par un AVC. Là, les Algériens, en 2019, vont sortir dans les rues d'Algérie par dizaines de milliers d'Algériens en disant « Kafa, c'est assez, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles ». Et là, il s'est retiré pour donner la possibilité
au président Tebboune actuel de prendre le pouvoir. Conclusion, l'Algérie, depuis 1962, a connu la présidence de Ben Bella, a connu celle de Boumedienne, de Chadli, de Boudiaf, de Zeroual, de Bouteflika, c'est-à-dire 6 présidents de la République algérienne. Les présidents ont changé, l'armée est toujours là, elle est le socle de ce pays, mais les défis multiples hantent l'Algérie. Un des défis, mes chers amis, c'est le manque de diversification économique. C'est pour ça que l'Algérie commence à s'ouvrir au tourisme international. Mais elle ne veut pas réitérer l'expérience du Maroc, ou surtout de la Tunisie, où le tourisme est davantage un tourisme de plage, un tourisme de masse. Le Maroc a beaucoup de choses à offrir, autres que le tourisme de masse, évidemment, que le tourisme de plage. L'Algérie veut un tourisme de qualité. Un tourisme de qualité, c'est-à-dire qui permet de faire connaître l'Algérie et pas simplement de profiter de ses plages ou de ses villes. Et c'est pour ça que c'est un pays qui s'ouvre tout doucement. Il ne faut pas penser que l'Algérie offre des infrastructures hôtelières comme c'est le cas de la Turquie, etc. Mais aujourd'hui, les hôtels sont plus que respectables, 4 étoiles, 5 étoiles. Mais vous savez, l'industrie du tourisme nécessite autre chose que des hôtels. Elle nécessite un personnel qualifié, un personnel polyglotte, un personnel qui sache traiter le touriste sans se soumettre à son diktat, en quelque sorte. Or, les Algériens, plus que d'autres pays voisins, ils ont, à cause de la guerre de libération, à cause de leur passé, ils ont une sorte de dignité comme ça, et ils disent « Ah, je ne vais pas servir, moi je ne vais pas servir un touriste dans un... » Bon, tout ceci est en train de changer progressivement parce que les nécessités économiques forcent les gens à s'adapter aux nécessités du tourisme actuel. Voilà, plusieurs étapes, petit aperçu évidemment de l'Algérie, mais le pays, par la diversité de ses paysages, mérite d'être visité et je vous assure, vous sortirez, vous reviendrez enrichis par les visites de ce pays. Je répondrai à vos questions si vous avez envie de les poser plus tard. Merci professeur, c'est passionnant. Et effectivement, moi qui ai préparé un peu ce voyage, je peux vous confirmer que des grandes chaînes d'hôtels type Hayat et compagnie qu'on voit dans d'autres pays, notamment en Tunisie ou au Maroc, c'est vrai qu'on ne les retrouve pas en Algérie. On a beaucoup de petits indépendants et des hôtels de promoteurs immobiliers locaux qui veulent faire vivre effectivement donc l'ensemble de leur population. Ils veulent que le tourisme soit une richesse pour les habitants locaux et pas que les dividendes de ces grandes chaînes hôtelières repartent dans d'autres pays. C'est important de le savoir et de surtout, ce sont des genres de boutiques hôtels que nous avons choisis. Avant que Méziane parle un tout petit peu du voyage, est-ce que vous avez des questions pour le professeur Kader? Oui. Vous parlez d'islamisation qui a précédé l'arabisation. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire qu'ils ont adopté la religion musulmane sans pouvoir lire le texte coranique en langue arabe. Donc, vous savez, arabiser une population, on peut adopter une religion assez rapidement, mais arabiser une population, c'est un processus assez long. Donc, je veux dire, l'arabisation a suivi l'islamisation de près de 30 à 40 ans. Oui. Quel a été l'impact des printemps arabes en Algérie? Mais écoutez, c'est une très très bonne question. Je comptais lui consacrer une conférence en Algérie. Comme vous le savez, mes chers amis, 2010-2011, des centaines de milliers de Tunisiens sont sortis dans les rues chantant juste Karama, dignité, justice, liberté et emploi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de ras-le-bol des populations arabes, de régimes kleptomanes, de régimes corrompus,
qui perpétuaient leur pouvoir, quitte à fouler aux pieds les textes constitutionnels. Ils ne se préoccupaient pas du bien-être de leur population. Donc, le printemps arabe a pris souche en Tunisie et puis il a essaimé vers l'Égypte où le Moubarak a été défenestré, comme vous le savez, et puis en Libye où Kadhafi a été tué, et puis au Yémen où Ali Saleh a été également chassé du pouvoir. En Algérie, les Algériens, très rapidement, sont restés réticents. Pourquoi? Parce que le printemps arabe a eu lieu en 2011, plus ou moins cette période de 2011 jusqu'à 2020, et l'Algérie venait de connaître 10 années de guerre civile, ayant fait des centaines de milliers de morts. Donc les Algériens avaient peur d'être secoués également par une crise qui pourrait déboucher sur une guerre civile, comme on l'a vu en Syrie. Rappelez-vous, Bachar al-Assad a maté sa population à... Pratiquement 11 millions des 22 millions de Syriens ont été déplacés soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays. Et le Bachar al-Assad n'est pas allé avec le dos de la cuillère, détruisant des vies entières et tuant près de 500 000 Syriens. Et donc, lorsque les Algériens ont vu ce qui se passait en Égypte, ont vu ce qui s'est passé en Syrie, ils ont eu peur. Et donc, le président lui-même a essayé de désamorcer la colère en augmentant le salaire des fonctionnaires, en annulant le visa de sortie des Algériens et en permettant aux jeunes d'avoir accès à des prêts bancaires, à des très intéressants, à des prêts, des intérêts intéressants. Et donc là, elle a désamorcé, si vous voulez, la bombe sociale en Algérie, comme d'ailleurs le roi du Maroc, qui a fait une réforme constitutionnelle plus ou moins cosmétique, et ce faisant, il a empêché que le printemps arabe n'arrive au Maroc avec des conséquences dramatiques en termes de révolte et de perturbations sociales. Une petite question d'ordre linguistique. Vous êtes palestinien? Oui. Oui, palestinien. Donc, alors, pour juste répéter la question, parce que je dois... Oui. C'est une question sur la langue arabe. Oui, c'est ça, parce que effectivement, j'aimerais bien savoir si vous, en tant que Palestinien, donc avec votre bagage en arabe littéraire, est-ce que vous pouvez facilement entrer en contact, converser avec les habitants d'Algérie? Est-ce que vous pouvez éventuellement me répondre aussi à cette question par rapport au Maroc ou d'autres pays? Dans quelle mesure ces langues nord-africaines ont subi évidemment les influences de populations locales, quoi? Qu'est-ce qu'il en reste de l'arabe classique là-dedans? Voilà, l'arabe classique. Donc vous avez l'arabe classique qu'on voit à la télévision Al Jazeera, par exemple, les télévisions arabes, ou qu'on lit dans les journaux, c'est l'arabe classique qu'on voit partout dans les 22 pays arabes qui constituent la Ligue des États arabes. Donc, un Algérien arabophone, il y a un Palestinien, un Saoudien, un Syrien, nous lisons les mêmes journaux dans la même langue qui est l'arabe classique, qui est une langue magnifique, très riche évidemment, qui a d'ailleurs fécondé en quelque sorte beaucoup de langues européennes, y compris la langue française, puisque le dernier dictionnaire que je viens d'acheter s'intitule les mots arabes, les mots français d'origine arabe, un dictionnaire comme ça. Sans oublier bien sûr comment la langue arabe a fécondé la langue espagnole, puisqu'il y a 2 à 3 000 mots espagnols qui sont des mots d'origine arabe. Donc ça, c'est la langue arabe classique. Mais il y a des dialectes. Alors, grosso modo, il y a 2 dialectes. Un dialecte du Moyen-Orient jusqu'à la frontière de Tunisie, et puis un dialecte maghrébin qui a été un peu fécondé par le parler, la langue vernaculaire
les berbères, kabyles, mais également fécondés par la langue française. Ce qui fait que la colonisation française a fait que les Algériens sont davantage francophones et arabophones en même temps, puisque dans la constitution algérienne, l'Algérie se dit un pays arabe musulman dont la langue nationale est la langue arabe. Donc aujourd'hui, chaque Algérien qui a été à l'école peut parler l'arabe classique, peut converser avec moi sans aucun problème. J'ai du mal à suivre toujours l'arabe marocain, le dialecte marocain, et un dialecte un peu haché qui est différencié par rapport au dialecte palestinien. Mais avec les Algériens, je n'ai pas beaucoup de problèmes pour me faire comprendre. Profitez-en tant que je suis là. Oui, oui. Bon, je n'ai pas parlé, je vous ai dit, il y a beaucoup de thèmes que je pourrais aborder. Quel est l'effet, par exemple, de l'exploitation des hydrocarbures sur la société, sur la politique, sur l'économie algérienne? En d'autres termes, je répondrai à la question, quel est l'effet d'une économie de rente sur l'économie nationale? C'est la rente. Souvent, on dit en arabe, est-ce que le pétrole a été une malédiction ou une bénédiction? Il y a des livres en anglais qui s'intitulent The Oil Curse, la malédiction du pétrole. Comment le pétrole peut être utilisé par un dirigeant, par un pays pétrolier pour freiner le processus démocratique. Parce que tant qu'un pays comme l'Arabie saoudite, qui a des ressources très importantes, qu'il peut répartir ces ressources auprès de la population, c'est une manière d'acheter le silence de la population qui devient une population cliente de l'État pétrolier, de l'État rentier. C'est une question très intéressante que je pourrais aborder. La démographie. On dit que les jeunes est un cadeau. D'ailleurs, les pays européens souffrent de manque de jeunes, puisque le vieillissement en Europe est un problème démographique majeur. C'est-à-dire il y a de moins en moins de jeunes qui travaillent pour payer les pensions de ceux qui ont plus de 65 ans. Donc on dit alors, dans le jargon des spécialistes, la jeunesse est un cadeau. Eh bien, lorsque la jeunesse est alphabétisée, lorsqu'elle est formée sur le plan universitaire, et lorsqu'elle n'a pas de boulot, elle n'est plus un cadeau, c'est un fardeau. Donc, vous voyez comment la démographie peut être une aubaine ou elle peut être un défi. Une question très intéressante à aborder également, mais elle concerne l'Europe à cause du vieillissement, elle concerne les pays arabes à cause du rajeunissement de la population. Bien. Oui? Sur le Sahara occidental, quels sont les éléments de droit? Qui a raison dans le conflit entre l'Algérie et le Maroc? Oui, là vous abordez une question épineuse. Vous savez que les relations entre l'Algérie et le Maroc n'ont pas été toujours au beau fixe, puisqu'il y a eu un différend frontalier entre les deux pays qui a conduit à une guerre qui s'appelle la guerre des Sables en 1963, un an après l'indépendance de l'Algérie. Et les relations sont restées pratiquement tendues jusqu'aux années 80, lorsque les deux pays se sont plus ou moins réconciliés. Mais un deuxième différend oppose ces deux pays à telle enseigne que les frontières terrestres entre le Maroc et l'Algérie sont fermées depuis 1994. Nous sommes en 2025, ça fait 21 ans que les frontières entre deux pays voisins sont fermées, alors que c'est un manque à gagner à la fois pour le Maroc comme pour l'Algérie. Le troisième différend, c'est concernant le Sahara occidental. Les Algériens soutiennent le droit à l'autodétermination des peuples sahraouis, tandis que le Maroc a pratiquement mis la main sur une partie importante du Sahara, considérant que cette partie fait partie intégrante du territoire marocain. Et donc là, ce différend est loin d'être résolu. Le système républicain algérien, la monarchie marocaine sont aujourd'hui à couteau tiré. Il y a un gazoduc
qui traversaient le territoire marocain pour alimenter l'Espagne, eh bien, depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, eh bien, ce gazoduc a été fermé. Ce qui est un manque à gagner pour le Maroc, puisque en traversant le territoire marocain, l'Algérie payait une rente au Maroc. Et ce qui affecte bien sûr l'Algérie, qui doit désormais soit exporter du gaz liquéfié grâce à des méthaniers, soit utiliser les gazoducs qui va court-circuiter le territoire marocain pour arriver à Almeria, en Espagne, ou bien un gazoduc qui traverse la Méditerranée pour acheminer du gaz vers l'Italie. Donc vous voyez comment les relations ne sont pas très bonnes, en dépit du fait que à la fin des années 80, 1989, les 5 pays du Maghreb ont créé l'Union du Maghreb arabe, mais cette Union du Maghreb arabe est restée une coquille vide. Oui? On a quelques personnes qui n'ont pas pu venir et qui aimeraient bien entendre les échanges. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure dans le cadre de l'islamisation qui s'est produite relativement récemment, disons, qu'on avait renvoyé les femmes dans leur foyer et qu'elles se trouvaient dans une situation... Non, c'est les islamistes qui disaient que la place de la femme est le foyer. Mais ça, les Algériens ne peuvent pas accepter ça. Ah, voilà, c'était ma question. Quelle est la situation des femmes actuellement en Algérie? Fréquentation des écoles supérieures, métiers qui sont... Écoutez, elles sont plus nombreuses dans les universités, même à la faculté de médecine, que les hommes. Parfait. Les femmes algériennes, c'est une affaire de question sociale. Dans les villes algériennes, vous allez trouver des femmes avec une djellaba longue et vous allez trouver des femmes habillées comme chacune d'entre vous. Donc, une question sociale la plupart du temps. Dans les villages, vous avez des femmes traditionnelles, comme dans les villages marocains, comme dans les villages tunisiens. Et dans les villes, vous avez davantage des femmes qui font moins d'enfants d'abord, sont plus éduquées, entrent sur le marché du travail, utilisent des moyens contraceptifs. Ce n'est pas le cas de la génération de leur grand-mère. Mais disons qu'il y a 50 ans, une femme algérienne faisait en moyenne 7 enfants. Aujourd'hui, une femme algérienne fait 2 enfants, maximum 3 enfants dans les milieux ruraux. Mais en ville, pour de multiples raisons que j'expliquerai quand je serai en Algérie, l'éducation de la femme, le retard de l'âge de mariage, l'entrée de la femme sur le marché du travail, l'utilisation des contraceptifs et l'effet de démonstration à travers les antennes paraboliques des modèles européens qui s'invitent dans les foyers algériens à travers les antennes paraboliques. Tout ça affecte le taux de l'indice de fécondité dans les pays du Maghreb. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, comme vous le savez, l'indice de fécondité est aux alentours de 1,5, c'est-à-dire les femmes européennes font moins de 2 enfants par femme, ce qui ne permet pas le remplacement des populations. En Algérie, nous sommes aux alentours de 2,5, mais nous descendons de 7. Et c'est le cas de la plupart des pays arabes. Donc, vous voyez comment les pays arabes suivent un peu le modèle européen, mais avec 30 ans de retard. Dernière question. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci professeur.